Aujourd'hui, Padagogie va vous présenter le résultat d'un travail d'élève sur les années 80. Non, c'est vrai. Vas-y les gars. C'est bon 1, 2, 3. La guerre froide est une période de tension et de confrontation idéologique et politique entre les deux superpuissances que furent les États-Unis et l'URSS et leurs alliés respectifs entre 1947 et la dislocation de l'Union soviétique en 1991. Durant les années 1980 à 1988, on a deux hommes qui ont été des grandes figures pour cette période. Ronald Wilson Reagan est né le 6 février 1911 à Tampico et est mort le 5 juin 2004 à Los Angeles. Il fut un acteur et un homme d'État américain, le 40e président des États-Unis de 1981 à 1989. L'URSS le menant parti à son éclatement. En effet, Reagan arrive en 1981 annonçant American is back. Sous l'ère Ronald Reagan, il y a tout Hollywood qui s'empare de la propagande et qui diffuse au travers des films comme Top Gun ou Rocky IV un large esprit pro-américain. Mavericks airborne. Ice man, what's your position? 090 at 180 miles. Yeah, we're coming left. Au travers du film Top Gun, qui devient un must des années 80, et l'armée américaine est mise en exergue et surtout l'idéal de puissance avec le développement des super porte-avions américains et du programme de Ronald Reagan de réarmement massif étalé sur plusieurs années, va idolâtrer toute une génération. Et il va tout faire pour réaliser un retour à la grandeur de son pays. 2 heures après son élection, les otages de l'ambassade américaine donc en Iran, qui sont retenus depuis 411 jours, sont libérés. Donc, dans sa politique de grandeur nationale, il va relancer la course à l'armement et à l'affluence contre l'Empire du Mal, mettant en place dès 1983 le système des IDS, donc Initiative de défense stratégique, dépassant définitivement l'URSS. Par ailleurs, il va s'inscrire comme leader dans un contexte de néolibéralisme mondial. Au même moment, au Royaume-Uni, Madame Thatcher mène elle aussi une politique néolibérale forte. Les années 80 retrouvent un certain niveau de tension en Europe, avec notamment la crise des fusées, et c'est souvent au travers de Hollywood qu'on aura les plus exaltants combats, comme Rocky IV, qui va faire son grand retour contre le grand ennemi, bien sûr soviétique, qu'il mettra au tapis dans un film magistral de, entre guillemets, propagande américaine, sur fond hollywoodien. Absolute pandemonium, more than ever. Rocky has proved himself a true Donc il est souvent perçu comme le vainqueur de la guerre froide. Un crash boursier se produit en 1987, mais le pays s'en relèvera aussi vite. Merci. La guerre d'Afghanistan débute le 24 décembre 1979 avec l'invasion du pays par les troupes soviétiques. L'Afghanistan est alors en proie à une guerre civile qui oppose les partisans de Nur, Mohamed Taraki, le chef de l'État communiste, tout juste assassiné, et ceux d'Hafizullah Amin, le nouveau dirigeant, lui aussi communiste, mais moins soumis à l'URSS. Pour Brené, dont les positions se durcissent, il devient impensable qu'un régime hostile, ou en tout cas difficilement contrôlable, voit le jour aux portes de l'Empire soviétique. Aussi, l'intervention qu'il décide s'inscrit dans le cadre de la doctrine qui vient de définir, la doctrine Brejnev, ou de la souveraineté limitée.
Cette guerre d'Afghanistan démontre aussi que la détente n'est plus d'actualité. Elle souligne aussi la volonté d'expansion de l'URSS en Asie centrale. Les États-Unis ripostent en s'appuyant sur la résistance afghane des Moudjahidine. Ils proposent une aide logistique et financière aux combattants afghans tout en jouant sur leurs fibres religieuses. Face à l'athéisme soviétique, ils n'hésitent pas à encourager les mouvances islamistes présentes dans leur pays. Sur la scène internationale, Jimmy Carter proteste en boycottant les Jeux Olympiques de Moscou en janvier 1980, entraînant dans son sillage de nombreux alliés occidentaux. La guerre froide prend en effet plein d'autres aspects, comme par exemple la guerre du sport. La victoire des États-Unis aux JO d'hiver en 1980 contre l'URSS. Ces JO qui se sont présentés à Moscou ont été boycottés le 21 mars. 50 nations, dont les États-Unis, refusent l'envoi des athlètes. Les JO d'été de Los Angeles en 1984 ont été boycottés par le bloc soviétique pour répondre au boycott des JO de Moscou. Gorbatchev, connu sous le nom de Gorby, homme d'État soviétique et russe, il devient numéro 1 de l'URSS le 11 mars 1985 et finit sa candidature en décembre 1991. Mikhail Gorbatchev est né le 2 mars 1931 et est mort en 1991 à 84 ans. Il est élu le 11 mars 1981 jusqu'au 24 août 1991. Du 15 mars 1990 au 25 décembre 1991, il devient président de l'URSS. Cet homme a reçu le prix Nobel de la paix en 1990. Il s'est engagé à l'extérieur vers la fin de la guerre froide. À 55 ans, il devient le secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique, plus connu sous le nom de PCUS. Résolument réformateur, il s'engagea à l'extérieur vers la fin de la guerre froide et lança à l'intérieur de la libéralisation économique, culturelle et politique, connue sous le nom de perestroïka, qui veut dire restructuration, ou glasnost, transparence. Il démissionne en 1991 après l'effondrement d'un bloc communiste. Donc, il devient alors le dernier chef communiste de l'URSS. Donc Tchernobyl est une ville de l'oblast de Kiev, donc c'est en Ukraine. Elle se trouve à 96 km au nord de Kiev. Donc la ville de Tchernobyl est connue pour la catastrophe à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Bien que cette centrale se trouve dans la ville de Pripyat, donc Pripyat en français, à 15 km au nord-ouest de Tchernobyl, qui a eu lieu le 26 avril en 1986 à 1h23, provoquée par la fusion du réacteur. La catastrophe a propagé dans la... Tchernobyl est une ville encore habitée d'une manière particulière puisque les enfants mineurs et les femmes en âge de procréer n'y sont pas autorisés. 1 millier d'habitants peuplent le No Man's Land. La catastrophe de Tchernobyl, en quelque sorte, constitue le révélateur de la faiblesse de l'URSS à cette époque. Ils n'ont pas été capables de maîtriser le réacteur, ont multiplié les erreurs techniques et peut-être finalement derrière, la problématique serait de se poser comme question que la course aux armements entamée par Reagan au début des années 80 a profondément affaibli l'URSS dans sa capacité à entretenir et à financer son infrastructure. Alors finalement, Tchernobyl peut représenter le premier signe de faiblesse de cette immense URSS. Du sommet de Genève de 1985. Le sommet de Genève s'est déroulé dans le contexte de la guerre froide entre le 19 et le 20 novembre 1985 à Genève en Suisse. Entre le président des États-Unis Ronald Reagan et le secrétaire général de l'Union des républiques socialistes soviétiques Mikhail Gorbatchev.
Les deux dirigeants se rencontrèrent pour la première fois afin de parler de diplomatie internationale et de la course aux armements. Aussi, tant l'Union soviétique que les États-Unis cherchaient à réduire le nombre d'armes nucléaires. Les soviétiques cherchant à réduire la moitié le nombre de missiles et de bombardiers équipés d'armes nucléaires, tandis que les États-Unis désiraient s'assurer qu'aucun des deux camps ne puisse bénéficier de l'avantage d'une attaque surprise nucléaire et de protéger le droit de posséder des systèmes de défense. Donc avec ce que j'ai envie de dire, on peut voir la puissance des deux nations, enfin de l'URSS et des États-Unis, qui souhaitent s'affirmer dans le monde. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Le 8 décembre 1987, un traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire est signé à Washington. Il vise le démantèlement par les États-Unis et l'URSS des missiles à charge nucléaire et à charge conventionnelle. En conclusion, nous remarquons que les années 80 ont été riches en affrontements.